Démarrage de ce workshop consacré au médico-social. Ce matin à 10 heures, pour ceux qui étaient présents, il y avait une table ronde sur les hôpitaux, ce qu'on appelle communément le secteur sanitaire. Le secteur sanitaire, c'est 3000 établissements de santé répartis sur le territoire, 1364 établissements publics, 675 ESPIC, établissements à but non lucratif, et à peu près 1000 à 1100 cliniques privées. Voilà ce que représente le secteur sanitaire. Et donc le secteur sanitaire a subi des menaces, on les a exposées ce matin, cyberespionnage, cyberguerre, cybercriminalité, attaque par ransomware, cyberactivisme, donc tout ce que peuvent rencontrer n'importe quelle structure. Et cet après-midi, on a décidé d'aller sur un autre secteur extrêmement important de la santé, qui est le secteur médico-social. Comme nous l'expliquera Rémi dans quelques secondes, le médico-social, c'est pratiquement 40 000 structures en France. On pense souvent aux EHPAD, les maisons de retraite, mais il n'y a pas que ça, il y a bien d'autres choses. Et puis après, il y a encore un autre secteur qui est le secteur des médecins de ville, ce qu'on appelle le secteur libéral, donc les médecins généralistes, regroupés maintenant en CPTS, Communauté professionnelle territoriale de santé. Donc pour nous parler du médico-social, de ces problématiques et de ce que l'on fait pour eux, de la manière dont les pouvoirs publics les aident également à protéger leur système d'information et leurs données de santé, eh bien, on a 3 grades. Alors, c'est quoi un grade? Vous savez qu'il y a 13 ARS, agences régionales de santé, une par région. Chaque ARS a un grade, un groupement régional d'appui au déploiement de la e-santé. Voilà, un grade ou un grade S, comme vous voulez. Et à l'intérieur de ce grade, il y a des équipes cyber. Il y a des gens qui sont spécialisés en cybersécurité, des centres de ressources régionaux en cybersécurité qui accompagnent le sanitaire, mais aussi le médico-social. Donc pour nous parler du médico-social, j'ai le plaisir d'accueillir Rémi Tilly, qui est directeur du pôle cyber du GRAD d'Île-de-France, dit Cézanne. J'ai Arnaud Blazic, qui est le référent régional cybersécurité du GRAD e-santé Occitanie, donc une deuxième région large, et puis Bérangère Madec, qui est chef de projet cybersécurité au grade de Bretagne, qui est un grade relativement important aussi, au cœur du poumon de la cyber en France, qu'est la Bretagne. Donc je vais leur passer la main et ils vont nous expliquer. Rémi va commencer par nous décrire un peu ce secteur médico-social, qui, je le rappelle quelque part, a les mêmes obligations réglementaires qu'un CHU. Parce que le dossier médical d'une petite mamie d'un EHPAD au fin fond de la Bretagne a la même valeur que mon dossier neurologique au CHU ou à la PHP à Paris, la même valeur légale, les mêmes obligations de disponibilité, de confidentialité. Donc c'est un secteur nettement moins bien doté en ressources informatiques. La majorité des acteurs du médico-social n'ont pas de DSI, RSI, RSSI, et qui pour autant doit faire face à des problématiques similaires. Donc on va voir comment les grades les aident, comment les grades les accompagnent et qui ils sont. Et pour ce faire, je passe la parole à Rémi avec la petite zapette. Bien, bonjour à tous, donc Rémi Tilly, directeur du département sécurité des systèmes d'information au sein du GRAD Cézanne. Donc avant tout, déjà une bonne journée à tous, puisque si vous ne le savez pas, c'est la journée européenne de la protection des données aujourd'hui. Donc ça tombe bien qu'on soit aussi rassemblés avec plusieurs grades pour parler d'une voie commune. Et ce qu'on va vous présenter aussi, c'est qu'il y a quand même une uniformité d'action dans les régions. Et donc c'est ce que l'on fait en Île-de-France, on va le retrouver en Occitanie, en Bretagne, en Pays de Loire, dans toutes les régions, la même démarche, plus ou moins bien avancée, avec plus ou moins de services, mais globalement, on va tous dans le même sens. Et on est là pour apporter le même service auprès des établissements médico-sociaux. Alors, je ne vais pas vous faire la lecture ni faire l'affront de rappeler ce que c'est le médico-social. Les supports seront de toute façon, je pourrai envoyer à chacun qui le demandera. Mais voilà, le secteur médico-social, comme l'a dit Vincent, c'est encore plus vaste
que le secteur sanitaire. Le secteur sanitaire, on a quand même la chance d'avoir un regroupement des établissements sur des grosses structures. On a parlé des GHT ce matin, des groupements hospitaliers de territoire. On a des OG, des organismes gestionnaires pour le médico-social, mais en tout cas, les structures sont beaucoup plus éparpillées, beaucoup plus difficiles à joindre et à accompagner. Alors ce matin aussi, on a parlé beaucoup du programme CARE. Le programme CARE aujourd'hui adresse essentiellement le secteur des hôpitaux, le secteur de la santé. Néanmoins, les centres régionaux de ressources cyber, donc qui sont portés par les grades, adressent eux le médico-social. Donc nous, on a des actions aussi en faveur du médico-social qui sont entièrement financées. On est là pour accompagner et pour initier la même démarche qu'il y a eu auprès des établissements il y a quelques années. Alors plusieurs sous-ensembles dans le secteur médico-social, hein. Encore une fois, je vais pas tout détailler là maintenant, mais il y a beaucoup d'acronymes, hein. On aime bien les acronymes dans le médico-social, voilà, les EHPAD, les femmes, les IME, les SAMSA, les ESAT, les MEX, les PFS. Bon, voilà, c'est amusant à un moment donné, mais on s'y perd vite. Il n'y a malgré tout pas de règles en termes de cybersécurité, autant de différence que ça entre un établissement sanitaire et un médico-social. Il y a des systèmes d'information derrière, on va toujours parler de confidentialité, on va parler de gestion des accès, on va parler de sauvegarde, la même chose, exactement la même chose de ce dont on parle dans le secteur de la santé. Et c'est pas parce qu'on est un petit médico-social qu'on ne peut rien faire sur la sécurité. Il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens pour aller changer un mot de passe, pour faire une revue d'habilitation. Voilà, ça ne coûte pas très cher. Au contraire, c'est encore plus facile si c'est une petite structure, puisqu'il y a moins de choses à faire et moins d'éléments à aller vérifier. Je vais passer rapidement sur ces aspects-là et arriver sur des éléments un peu plus chiffrés, donc sur la répartition du secteur médico-social. Donc j'ai fait un petit travail de compilation là, en partant de données officielles. Donc on voit quand même que sur la région Île-de-France, on arrive à un peu plus de 7300 structures. Donc ça donne un petit peu l'ampleur du travail, sachant qu'aujourd'hui, nous, au sein du grade Cézanne, l'ensemble des adhérents représente 500 établissements sanitaires et médico-sociaux. Et sur la partie cybersécurité, on accompagne aujourd'hui une vingtaine d'établissements. Donc on a une petite marge de progression pour arriver à une meilleure couverture. Depuis l'an dernier, ce qu'on avait annoncé lors de notre journée cyber qui se déroule donc cette année le 7 avril, avec cette année donc spécifiquement une matinée dédiée au secteur médico-social et l'après-midi au secteur sanitaire. On a ouvert l'an dernier ce qu'on appelle le guichet ESMS. Donc guichet ESMS, c'est un bien grand mot pour dire qu'on a une adresse mail unique au sein de Cézanne, crrc@cezanne.fr. Vous nous envoyez un mail et nous, on vous propose des services d'accompagnement, donc que ce soit un diagnostic cyber gratuit, un exercice de cybercrise gratuit, une action de remédiation gratuite également, enfin gratuite, pas gratuite, mais financée, hein, puisque c'est porté par les fonds CARE et les fonds qui sont attribués au CRRC. Et on accompagne aussi depuis cette année, depuis le 1er janvier, en fournissant des ressources humaines, puisque c'est ce qu'on a remarqué, c'est ce qui pouvait manquer aussi dans le médico-social, donc du RSSI, des jours de RSSI, des jours de DPO, des jours d'expertise, un espace de stockage pour faire du PCA, de la continuité d'activité, donc ce n'est pas de la sauvegarde externe, mais vraiment pour avoir les éléments qui permettent de continuer l'activité et permettent de poursuivre au moins quelques temps sans avoir tout perdu. Et donc tous ces éléments-là sont fournis aujourd'hui gratuitement à l'ensemble des établissements qui nous en font la demande. Alors, dans la limite des budgets CARE, bien sûr, à un moment donné, on ne pourra peut-être pas servir les 7337 structures qu'on a en Île-de-France. Mais en tout cas, cette démarche-là est initiée et on est aujourd'hui plutôt en recherche de candidats. Donc ce matin, on évoquait aussi le côté coûteux de la cybersécurité. Là, pour un établissement, ce que ça va coûter, c'est nous envoyer un mail et on fournira le service. Donc voilà, je vous invite vraiment à revenir vers nous. Je vais laisser la parole maintenant à Arnaud qui va poursuivre pour détailler ce que lui fait côté Occitanie. Mais dans ce qu'il va vous présenter, en fin de compte, on couvre la même chose pour l'Île-de-France. Et je pense qu'en Bretagne, il y a aussi des actions à peu près similaires qui sont faites.
Donc ça permet aussi d'adresser des structures qui peuvent être multirégionales, puisqu'elles peuvent retrouver dans les grades les mêmes actions, même si les établissements sont séparés dans différentes régions. Bonjour à toutes et à tous, donc Arnaud Blazic, référent régional cybersécurité du grade e-santé Occitanie depuis le mois de mai de l'année dernière. J'étais précédemment RSSI et DPO au niveau d'un groupement hospitalier de territoire, donc j'avais plus une casquette de connaissances sur la partie du monde sanitaire, comme en parlait Vincent. Et donc j'ai rejoint le grade aujourd'hui donc pour déployer et développer les offres de cybersécurité donc au niveau de l'Occitanie. Donc que ce soit pour les établissements sanitaires, le médico-social pour lequel on fait un focus aujourd'hui, et également aujourd'hui on est en train de construire des offres pour accompagner donc les médecins libéraux via ce que l'on appelle donc les CPTS. La cybersécurité, donc comme pour les établissements sanitaires, donc subissent des cyberattaques. Sur l'année dernière, donc on a identifié donc les risques cyber donc en quelques chiffres. 153 déclarations d'incidents de sécurité pour des ESMS, 96 qui ont été d'origine malveillante, c'était pas en 2025 mais en 2024, pardon, et 19 interventions qui ont qui ont eu recours avec le CERT Santé, donc le centre de réponse à incidents national, donc qui permet d'aider les établissements sanitaires et médico-sociaux dans la remédiation d'une cyberattaque. Sur les accompagnements que l'on propose aujourd'hui, plus spécifiquement pour les ESMS, aujourd'hui, donc, on les accompagne sur des parcours de maturité qu'on est en train de renforcer et réadapter au niveau sur cette année. On est en train de partir sur des parcours de développement de la cybersécurité sur 3 niveaux de maturité, parce qu'on retrouve des établissements médico-sociaux. Il y a des établissements médico-sociaux, on le voit aujourd'hui dans les diagnostics, qui sont très bien sécurisés. D'autres établissements qui démarrent à peine, leur renforcement de la cybersécurité. Donc aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est des diagnostics de maturité. Donc c'est des diagnostics, hein. C'est pas des audits. On ne va pas aller chercher des traces techniques, on ne va pas aller demander des preuves. Ce qu'on retrouve sur ces établissements, dans ces diagnostics aujourd'hui, c'est qu'on a des briques qui commencent à être implémentées dans ces établissements, typiquement de la messagerie, de la sauvegarde, du pare-feu, du filtrage, de l'antivirus pour tout ce qui est briques techniques, et pas mal d'établissements qui ont de plus en plus recours à des assurances de cybersécurité qui leur permet d'avoir un appui en cas de cyberattaque. Donc aujourd'hui, ces briques, contrairement aux sanitaires, on le disait, qui ont des ressources, qui ont des DSI, des RSI, des RSSI, aujourd'hui, ils sont très dépendants de leurs prestataires et malheureusement, on va dire, de la qualité du prestataire qui est en face. On parle de messagerie, on parle de sauvegarde, on parle de pare-feu, on parle d'antivirus, c'est bien, ils ont implémenté les briques, mais maintenant, la question qui se pose, c'est la robustesse de ces briques. Avoir de la sauvegarde, c'est bien, mais si cette sauvegarde est cassée à la première cyberattaque, la sauvegarde ne sert à rien. Pareil pour la messagerie et les antivirus, pareil d'avoir un antivirus bien implémenté, c'est bien de l'avoir, mais il faut être sûr qu'il y ait quelqu'un derrière qui regarde un petit peu ce qui se passe. Dans les fragilités qui sont remontées dans ces diagnostics, on retrouve malheureusement encore beaucoup de faiblesses sur la partie identification des utilisateurs, sur tout ce qui est mot de passe et authentification multifacteur, authentification forte, qui sont malheureusement les premières chaînes d'une cyberattaque, vol de données, accès à la messagerie, rebond sur le SI et potentiellement ça pourrait atterrir jusqu'à une cyberattaque, une paralysie du système d'information via un ransomware. Le nomadisme et la mobilité qui est aussi aujourd'hui pas trop bien encadré dans les diagnostics que l'on a fait. La sensibilisation qui reste un axe fort et qui est en plein développement mais qui demande encore beaucoup d'efforts à déployer sur typiquement reconnaître un phishing pour éviter de se faire piéger, de se faire usurper de l'information confidentielle ou des accès. Et aussi de la réaction et de la gestion de crise. Voilà, c'est qui fait quoi, comment on s'organise le jour où on subit un incident. Aujourd'hui, c'est des choses qui nous sont remontées et c'est justement des choses que l'on propose comme Cézanne et comme en Bretagne. Je pense qu'on va s'y retrouver et qu'on propose aujourd'hui les mêmes constats et on propose plus ou moins les mêmes accompagnements. Donc ce que l'on fait aujourd'hui, c'est un diagnostic de maturité cyber. On identifie des actions prioritaires. On accompagne l'établissement, donc on leur propose un plan d'action priorisé
Avec pour nous, on leur propose la mise en œuvre de 1 à 3 mesures de sécurité qui sont financées par la région et par les fonds CARC pour mettre pour nous les mesures de sécurité qui auront le plus d'impact dans la résilience de l'établissement face à une cyberattaque. Sur ce, donc, soit c'est des accompagnements qui sont portés par les experts du grade, soit c'est d'expertise à la demande sur lesquelles on s'appuie sur des prestataires, donc pour aider l'établissement à mettre en place des prestations d'expertise ou d'expertise technique, de mise en œuvre technique, de cadrage ou de conseil. On propose également, parce que ça c'est un axe fort qui est sous-développé aujourd'hui encore relativement fortement sur les ESMS, c'est la sensibilisation et la formation. Donc on leur propose des sessions de sensibilisation mensuelles avec des tests de phishing également trimestriels et des formations techniques ou des formations de gouvernance en présentiel sur format de 2 jours qui sont également financées pour les établissements. Donc on a à peu près une formation mensuelle. Et pour les ESMS, donc on essaye d'agir au niveau des OG, tellement on le disait, des ESMS, il y en a beaucoup. Au niveau de l'Occitanie, c'est à peu près 4900 établissements, donc faire 4900 exercices de crise, c'est compliqué. Donc on essaye de regrouper ces établissements sanitaires via les OG, les organismes gestionnaires, pour essayer de faire des exercices de crise mutualisés. Et on s'est rendu compte que cet exercice de crise, souvent c'est des leviers, des prises de conscience dans les établissements qui se disent mais en fait on n'est pas tout à fait prêt, on ne sait pas exactement comment réagir, on n'a pas toutes les informations de notre prestataire, on ne sait pas qui forcément contacter en cas de problématique. Et souvent c'est un levier et un déclencheur pour les établissements qui se disent bon bah là il va falloir vraiment que j'enclenche ma mise en sécurité, enfin ma mise en cybersécurité. Le diagnostic de maturité cyber, donc j'en ai parlé. Donc nous, ce que l'on propose aujourd'hui, donc c'est un diagnostic de maturité en 3 heures. Donc 2 heures d'entretien avec souvent les directions d'établissement, DSI, RSSI. On fait une analyse et une évaluation avec une consolidation, un plan d'action et des préconisations. Une restitution, et de là, après, on fait ce qu'on appelle des prestations post-diagnostic pour proposer des accompagnements aux établissements via des accompagnements par les experts du grade ou des experts, des prestataires externes. Je vais laisser la main à Bérangère. Excusez-moi, juste pour terminer. Les exercices de crise cyber. Donc aujourd'hui, ça permet de tester les établissements leur résilience cyber lors d'un exercice cyber dédié. Donc on le disait, ça permet de voir au niveau de l'établissement, voir le niveau de préparation et aussi leur donner des pistes pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir réagir en cas de crise. Donc sur cette partie, pareil, ça se joue environ sur une journée. Donc on mobilise le temps, c'est pour ça qu'on essaye aussi de les faire au niveau de l'OG. Ça permet de solliciter pas trop de façon récurrente les personnes qui vont être acteurs de cet exercice de cybercrise. On fait un cadrage d'1 à 2 heures avec les DG, DSI, RSSI. On fait un exercice de crise simulé, pas de coupure. On revient bien, on explique bien aux établissements que l'on ne fait pas de coupure, on n'éteint aucune brique du système d'information. On fait un exercice sur table qui reste dans un milieu restreint où voilà, on teste un petit peu les organisations et vérifie un petit peu la préparation des établissements. Et donc la restitution sous format d'1 heure, on présente les résultats de l'exercice de crise et un plan d'action personnalisé aux ESMS pour améliorer leur réaction face à une cyberattaque. Plus petite. Bonjour, donc Bérangère Madec. Je suis chef de projet cybersécurité au groupement régional e-santé Bretagne. J'ai une particularité qui est que je suis ingénieure qualité gestion des risques et j'ai travaillé pendant 20 ans dans les hôpitaux et ça fait que 1 an que je suis au groupement hospitalier, au groupement régional, pardon. Et donc effectivement, vous l'aurez compris, avec moi on ne parle pas trop technique, on parle plutôt gestion de crise et sensibilisation.
Donc, quand je suis arrivée, j'ai effectivement eu la charge de travailler sur le secteur médico-social, secteur, comme le disaient Rémi et Arnaud, où les structures, les services informatiques sont restreints, voire inexistants, c'est-à-dire que ce sont des prestataires et que c'est un DRH ou le directeur directement de la structure qui fait le relais avec le prestataire. Le constat était qu'ils sont conscients des risques numériques et de leur vulnérabilité, ou de la vulnérabilité de leur structure. On avait fait un certain nombre d'appels à manifestation d'intérêt. On fonctionne beaucoup par appel à manifestation d'intérêt pour accompagner les structures, à l'instar de ce que vous ont expliqué Rémi et puis Arnaud. On avait fait en 2023 des cyberdiagnostics et en 2024 des appels à manifestation d'intérêt pour réaliser des exercices de crise. Et le constat, il était que on avait des candidatures, mais qu'au fur et à mesure des mois qui s'écoulaient, on avait des abandons, que certains nous faisaient le retour qu'ils étaient indisponibles pour partir sur l'AMI les quelques mois qui s'ouvraient parce qu'ils avaient par exemple une évaluation externe, une certification, et que ça les mobilisait et qu'ils ne pouvaient pas y aller. Et en plus, on faisait le constat que quand on fait des cyberdiagnostics ou des exercices de crise, on touche qui ? On touche l'encadrement, on touche le directeur, on touche l'équipe technique s'il y en a une, ou le technicien informatique, le prestataire, mais pas l'ensemble des professionnels. Et donc, notre souhait a été effectivement de renforcer notre accompagnement pour qu'il n'y ait plus d'abandon au fur et à mesure des mois qui s'écoulent, de sensibiliser l'ensemble des professionnels et de proposer plusieurs périodes. Et c'est comme ça qu'on a construit le parcours cyber ESMS 2025-2026 au niveau de la région Bretagne, qui se constitue de... ils vont devoir faire un choix, soit partir sur un cyberdiagnostic, comme l'expliquait juste avant Rémi et Arnaud, soit partir sur un exercice de crise pour lequel ils auront une subvention, donc une aide pour payer tout ou partie de leur facture. Ça dépendra du prestataire qu'ils choisiront. Mais associé à ça, ils devront faire en plus, et on les accompagne là-dessus, une première campagne de phishing en démarrage du projet et une dernière à la fin, et ponctuée de sensibilisation numérique sur des thèmes spécifiques. 3 campagnes qui prennent moins de 5 minutes à chacun de leurs professionnels. La sensibilisation numérique, elle leur est envoyée par mail, et ensuite ils sont autonomes. Et on vient également dans leur structure faire la sensibilisation en présentiel pendant 1h30. L'idée, vous voyez, c'est qu'au-delà du top management, on touche aussi les professionnels et on puisse leur donner des petits tips très simples tu quittes ton poste, tu fais un Windows L, ça ne te prend pas beaucoup de temps, mais ça sécurise la donnée. Et on vient un peu l'incarner, et pas que ce soit des discours qu'ils entendent en permanence par les mêmes personnes de leur structure. Par ailleurs, tous les mois, parce que le parcours dure entre 9 et 10 mois, tous les mois, on leur envoie, donc ils ont une feuille de route qui les accompagne, ou mois par mois, ils savent ce qu'ils ont à faire. L'idée, c'est vraiment qu'on les accompagne et qu'on prémarche les attendus sur chacun des mois, et que tous les mois, on leur envoie un mail en leur rappelant ce qu'ils ont à faire sur le mois suivant, et on leur envoie des documents de sensibilisation, type affiche, fond d'écran, petite vidéo humoristique, pour un peu continuer à parler de la cybersécurité et des astuces sans que ce soit dans un vocabulaire extrêmement technique. Pour les accompagner, on a une phase préparatoire, 1 mois, où on les a régulièrement au téléphone ou par mail pour qu'on soit sûr qu'ils sont prêts à embarquer dans la suite du programme. Et à la fin, on leur laisse 1 mois pour agréger leurs données, qui est juste une facture, le compte rendu du cyberdiagnostic, etc. Mais rien que ça, pour eux, des fois, ça peut être compliqué et ça fait échouer le dispositif. Donc, en tout et pour tout, c'est 9 mois d'accompagnement. Et puis, pour répondre à la problématique qu'ils ne sont pas disponibles quand l'AMI sorte, on a proposé 3 vagues. Des périodes différentes, décalées dans le temps. Et pour chacune des vagues, on accompagne 20 structures. 10 sont embarquées sur les exercices de crise et 10 sur le cyberdiac. Au total, sur l'année 2025-2026, c'est 60 ESMS, organismes gestionnaires, qu'on aura accompagnés. On a malheureusement, ça peut paraître faible au regard des un peu moins de 3000 structures, mais c'est déjà beaucoup. On voit qu'effectivement, la demande, elle est là. On a refusé quelques établissements en vague 1, quelques établissements en vague 2. On voit qu'on fait le plein. Et pour l'instant, je touche de la peau de singe. On n'a pas d'abandon en cours de route. Donc, sans doute que le modèle est le bon. En tout cas, on l'espère et on y croit.
Pour nous accompagner, on a des partenaires parce que effectivement, côté grade Bretagne, nous ne sommes que 3 côté cyber. Et donc, on a reposé et constitué toute cette offre grâce au club cyber ESMS, qui est constitué en fait de représentants informatiques des structures, donc soit des RSSI, il n'y a pas de RSSI parce qu'on n'en a pas en région Bretagne au sein des structures, ou on a aussi une DRH qui fait office de RSI, qui fait partie du groupe, et on a expérimenté avec eux le parcours que je viens de vous montrer pour voir s'il était réaliste et s'il convenait en fait à la population qu'on souhaitait adresser. Donc avec le club cyber, c'est vraiment... On vient tester, proposer. Il y a un appel à projet là qui va sortir. On se dit, mais comment on va pouvoir vous accompagner? Donc, on vient en fait challenger un peu notre offre et les axes qu'on va déployer avec ce club. Dans ce club, on a le collectif SI médico-social de Bretagne qui en fait partie, qui est une structure partenaire qui peut effectivement nous aider pour mener nos actions. Puis, on a aussi notre ARS qui fait partie de ce club. Et c'est important effectivement que tous les acteurs communiquent et partagent et soutiennent les projets. On a la structure aussi d'appui à la qualité et la gestion des risques qui vient accompagner les structures médico-sociales et on travaille beaucoup avec eux. Nos cyberdiagnostics, contrairement à Rémi et Arnaud, c'est pas le grade, c'est pas le CRRC Bretagne qui le fait. On a un partenaire qui est le pôle d'excellence cyber qui réalise pour nous ces cyberdiagnostics. Et puis, pour la partie exercice de crise, on a fait un marché régional de cyber-résilience avec des tarifs négociés auprès de 3 prestataires, Orange Cyberdéfense, Alciconi et PwC Chrysalide. Et donc, nos adhérents peuvent solliciter l'un de ces 3 prestataires pour les accompagner. Voilà ce qu'on fait au niveau de la Bretagne, donc des choses assez similaires avec des constats assez équivalents à ce que les collègues ont pu vous dire. Merci Rémi, Bérangère et Arnaud pour ces présentations. On a un temps de questions-réponses sur eh bien, ces actions pour le médico-social. Donc, à vous la parole. Vous avez forcément des questions. Donc, comme on le rappelait, hein, comme le disait Rémi, le médico-social, c'est l'enfance, le handicap, le grand âge, l'hospitalisation à domicile. C'est tout un tas de choses que l'on voit moins que les hôpitaux, mais qui finalement ont stricto sensu les mêmes enjeux que les autres, avec moins de moyens, d'où le fait que les grades eh bien, sont là pour les accompagner, les aider, parce qu'ils ont les mêmes problématiques cyber. Des questions? Il nous reste un petit temps, hein. 10 minutes, un quart d'heure. Oui? On a une question donc, de la Guyane, hein, où vous êtes en charge des ESMS. Vous n'arrivez pas à monter le collectif ESMS. Est-ce que, Bérangère, tu pourrais donner quelques éléments sur comment il marche, d'où il vient? Alors, le collectif médico-social SI Bretagne, il est porté par l'ARS. Ils viennent de nous rejoindre depuis 1 an au niveau du grade. Ce sont deux personnes, 2 ETP, et il repose beaucoup sur les fédérations. D'ailleurs, c'est son organe décisionnel, ce sont les fédés, et les axes stratégiques sont développés, enfin les missions qu'ils vont devoir déployer sont développées et choisies par les fédérations, donc qui sont leur comment dirais-je, leur gouvernance au final, et nous on n'est qu'un soutien pour les accueillir, notamment dans nos locaux, et on essaie vraiment de faire converger tout ça en lien avec l'ARS et les travaux qu'on mène par ailleurs. Donc c'est seulement 2 ETP quand on part. Dédiés, c'est 2 ETP dédiés à mener des missions dans le déploiement du numérique sur le secteur médico-social. Ils ont notamment, le collectif SI a notamment accompagné tout le déploiement des DUI et des constitutions des GRAP au niveau de la région pour déployer effectivement ce dossier auprès des structures médico-sociales. Alors,
DUI pour dossier de l'usager informatisé. Dans un hôpital, on parle de DPI pour dossier patient informatisé. C'est tout plein d'acronymes incroyables, hein, la santé, mais c'était pour vous donner cet écart. Rapprochez-vous des fédérations, hein, FEAP, FNEAD, etc. Rapprochez-vous de l'ARS pour essayer de fédérer ou pas, ou de votre grade. Ah. Il faut toujours un peu de bras, tout de même, pour faire avancer les choses. D'autres questions? Écoutez, vous pouvez continuer les discussions avec Arnaud, Rémi et Bérangère, et on vous remercie pour ces témoignages. N'hésitez pas à venir les questionner en privé.